par un point extérieur à une droite ne passe qu'une parallèle et une seule à cette droite. Une autre formulation de ce postulat, dit postulat des parallèles, est que, et il faut voir ici la figure 3, la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits, c'est-à-dire à 180 degrés. Alors, le 5e postulat parut beaucoup plus complexe que les autres en ce qu'il imposait une construction géométrique, pour être bien compris, comme vous avez pu le remarquer. Alors, certains géomètres désirèrent le démontrer à partir des autres postulats et axiomes, ce qui aurait permis de ne plus le poser comme postulat. Et les tentatives de démonstration directe échouèrent. Elles présupposaient ce qu'il fallait démontrer. Et l'italien Saccheri au XVIIe siècle tenta même une démonstration indirecte, ou dite démonstration par l'absurde. Donc il partit de la négation du postulat et s'attendait à voir apparaître une contradiction. Or, aucune contradiction n'apparut. Alors, devant 2000 ans d'échecs, pas moins, Lobachevsky en 1826, mais également Gauss vers 1813, János Bolyai en 1832, puis Riemann en 1853, comprirent que les définitions et les postulats de la géométrie pouvaient se passer de toute référence à des objets de la perception, de tout rapport à un quelconque support sensible. Bref, que la géométrie ne tenait pas sa vérité d'une correspondance à l'espace perçu, mais de sa seule et unique cohérence logique. Ainsi, Lobachevsky construit une géométrie qui pose à titre de postulat que, par un point extérieur à une droite, il peut passer plus d'une parallèle à cette droite. Et 30 ans plus tard, Riemann propose une géométrie reposant sur le postulat selon lequel, par un point extérieur à une droite, on ne peut mener aucune parallèle à cette droite. Les géométries non euclidiennes étaient nées. Alors, toutes aussi logiques que la géométrie euclidienne, mais difficilement représentables. Cependant, comme il s'agissait tout d'abord de surface, et qu'une surface ayant 2 dimensions peut être appréhendée en la plongeant dans un espace à 3 dimensions de type euclidien, eh bien on tenta de se faire une représentation euclidienne de ces surfaces non euclidiennes. Alors, quels sont ces modèles euclidiens ? La géométrie de surface non euclidienne de Riemann peut trouver aisément son modèle euclidien dans une surface sphérique. Ce pourquoi on l'appellera géométrie sphérique, et on peut le voir sur la figure numéro 4. Alors, si on regarde bien, les droites sont les cercles qui font le tour de la surface S de la sphère. On remarquera que par un point P extérieur à une droite ne passe aucune parallèle, car toutes les droites se coupent au point diamétralement opposé, ici, sur la figure A et B. On peut voir également, cette fois sur la figure numéro 5, on peut voir également, contrairement à la géométrie euclidienne, que la somme des angles d'un triangle est toujours supérieure à 180 degrés. Ajoutons que les surfaces, comme les plans, les clones, les cylindres, sur lesquels la somme des angles des triangles est toujours égale à 180 degrés, sont dites de courbure nulle. Mais ici, dans la géométrie sphérique,
la courbure n'est pas nulle, la courbure est une constante positive. Maintenant, remarquons et notons en passant, avec une attention particulière, que si un être était collé sur une immense surface sphérique et n'avait que 2 dimensions, c'est-à-dire était un être plat, il ne pourrait pas voir la courbure de sa surface. Cependant, il pourrait savoir, non pas voir, mais savoir si sa surface a une courbure, notamment par la somme des angles d'un triangle. Mieux, il pourrait la calculer, cette courbure, par une formule établie par Gauss, qui s'appelle la courbure de Gauss.